Bien, bonjour à tous. Donc, Robert Jourdan, conservateur régional des monuments historiques à la DRAC PACA Aix-en-Provence. Anciennement également, notamment en Languedoc-Roussillon et Pays de la Loire, où j'ai eu à traiter avec tous mes collègues ces questions évidemment de pierre. Je vais simplement faire une présentation de quelques réflexions sur la notion d'identité de la pierre de notre point de vue à nous, conservation régionale des monuments historiques. Et c'est vrai que nous sommes à l'origine avec le BRGM et le CICRP depuis quelques années en Languedoc puis en PACA de la base Pierre Sud qui va vous être présentée ou représentée tout à l'heure. Je vais partir de la roche et je vais arriver à la pierre et aujourd'hui c'est problématique. Donc identité au pluriel de la pierre, c'est d'abord l'identité de la roche. Et au passage, on connaît tous l'âge de la pierre. Est-ce que ce n'est pas non plus une identité de l'homme, voire la première identité culturelle de l'homme avec la représentation? Et pierre et représentation constituent les deux tenants initiaux de ce qu'on appelle l'architecture, ou la construction du moins. Donc, l'homme moderne n'est-il pas né précisément avec la pierre et une première pratique de la pierre? Donc, identité au pluriel, identité géologique, c'est-à-dire les caractéristiques pétrographiques et structurelles de la roche, ses caractéristiques chronostratigraphiques et ses caractéristiques évidemment géographiques et topographiques. Mais l'identité de la roche va changer lors du passage de la roche à la pierre d'œuvre, en modifiant fortement les conditions de sa situation et de son environnement en général. La roche, la pierre, a déjà évolué dans son contexte géologique de formation. L'exploitation en carrière l'a fait ensuite évoluer, température, pression, hygrométrie. L'extraction ensuite la soumet à d'autres contraintes, les chocs, les compressions, un climat nouveau. D'où déjà en sortie de carrière, parfois en devenir des micro-fissurations, évidemment des pertes d'eau et selon les types de pierres, des durcissements plus ou moins importants. Après l'extraction, il y a le façonnage. Alors cette photo-là, nous allons la retrouver dans quelques minutes à l'issue de ma brève présentation de réflexion. Certains l'ont déjà deviné, ce n'est pas de la pierre. Là, nous sommes au château de Villeneuve à Villeneuve-Loubet, un château extrêmement intéressant. On va revoir un autre sujet lié directement à la pierre. Donc pierre et roche, la pierre mise en place après le façonnage, elle est mise en place sur le monument. Avec de nouvelles contraintes évidemment, de nouvelles conditions d'exposition climatique, micro-organique, les pollutions naturelles entre guillemets et les pollutions anthropiques, ou des contraintes propres à la construction, les éventuels vices de construction, les défauts d'entretien, les réinterventions traumatisantes ou inadaptées par la suite. Il y a donc, comme tout bon géologue le sait, mais je le dis de manière caricaturale parce que c'est à nuancer, il y a une vie et une mort de la roche, mais cette notion est évidemment beaucoup plus lourde d'effet pour la pierre mise en œuvre. Le phénomène d'altération de la pierre mise en œuvre est accéléré, et cette mise en œuvre condamne beaucoup plus rapidement à la destruction sur la longue durée en général la pierre mise en œuvre que la roche elle-même. Donc le problème de cette conservation, notre problème de conservation voire de restauration, c'est de retarder cette échéance accélérée de la pierre mise en œuvre sur en l'occurrence le monument historique. Donc lui apporter les soins nécessaires. Là, c'est en devenir sur cette photo qui est un monument qui est assez élevé puisqu'il est à 3000. C'est une chapelle qui est à 3050 mètres, 3300 mètres, pardon, au nord de la région, dans les Hautes-Alpes, anciennement en Italie. C'est la chapelle du Mont Tabor, qui est exposée à des conditions climatiques particulièrement dures.
Donc, notre souci, c'est d'apporter les soins nécessaires, c'est de veiller à la stabilité positive de ce contexte. Et pour ça, il faut bien connaître, non seulement la pierre, mais bien connaître les effets conjugués de ces contraintes de mise en œuvre, d'environnement et d'usage. L'identité de cette pierre mise en œuvre est alors multiple. Elle a bien entendu son identité géologique d'origine, avec ses caractéristiques internes et ses pathologies internes. Et bien entendu, du point de vue de sa destination constructive, qu'elle soit d'ailleurs une destination de construction constructive, décorative ou simplement artistique. Je prends l'exemple le plus simple, la sculpture. Autre identité, c'est son identité dans sa mise en œuvre précisément. Comprendre alors le contexte de sa mise en œuvre, de l'extraction, du séchage, de la taille, de la pose, de sa protection, à son entretien et aux modifications de ses conditions de vie environnementales. Autre élément d'identité avec la mise en œuvre, l'évolution des connaissances du matériau, par l'évolution des technologies d'études et par l'évolution des expériences conservatoires. La vérité manifestement objective n'existe pas même dans les sciences dures. Et donc nous constatons, nous, depuis simplement la Deuxième Guerre mondiale, l'évolution des connaissances du matériau et donc du regard qu'on porte et des solutions, de la compréhension qu'on peut en avoir et des solutions que l'on peut apporter. Et en fait, cette évolution des connaissances du matériau et de ces contextes aboutit donc à une identité culturelle de la pierre qui, elle aussi, change et en quelque sorte le prix de notre regard sur ce matériau. La compréhension de la morphologie générale de sa mise en œuvre qui va lui donner une identité plus générale aussi. Donc c'est une autre forme d'identité de la pierre. Et comme j'ai déjà dit tout à l'heure, l'identité de son environnement et de la compréhension de son environnement. Nous sommes là sur le château de Villeneuve toujours. Vous avez une partie du château et de cette très curieuse tour pentagonale qui est une tour carrée à éperon qui, en l'état de nos connaissances archivistiques, serait, ce qui est assez extraordinaire, une construction de la fin du XIIe siècle qui nous pose des problèmes, comme on va le voir un tout petit peu plus près, non seulement de stabilité générale, puisqu'elle a une fâcheuse tendance à déverser pour des raisons d'assiette de fondation, mais également en partie haute. Les éléments noirs que vous devinez sont une pierre volcanique particulièrement fragile. Le problème, c'est que si elle décore en quelque sorte la partie haute de cette tour, elle constitue l'essentiel des enceintes et tours ultérieures, et en l'occurrence celle du tout début du XVIe siècle. Voilà, vous avez une vue détaillée des dégâts intrinsèques, si je puis dire, de cette pierre d'origine volcanique. Voilà, le contexte, je parlais du contexte de l'environnement, voilà, une présentation d'un développement de végétation, mais là, en l'occurrence, c'est après un premier désherbage, dévégétalisation, donc ça revient très, très rapidement avec des impacts très importants sur ces pierres de parement. Donc, nécessité d'identifier, d'avoir l'identité des interventions curatives ou d'aménagement antérieures, donc bénéfiques ou aggravantes. Nous avons travaillé, l'architecte en chef, les différents laboratoires et les entreprises et le comité scientifique ont été assez fascinés sur Arles par cette couche jaune sur les éléments sculptés du cloître Saint-Trophime d'Arles, qui est un silicate. Et serait-ce, comme il a été systématiquement mis en œuvre, et on n'a, à ma connaissance d'aujourd'hui, aucune trace archivistique de cette mise en œuvre, mais qui a été systématique sur le cloître, est-ce que c'est une première grande intervention préventive du grand siècle pour nous des monuments historiques, le 19e siècle? Il est important aussi, pour continuer de caractériser l'identité, l'évolution de l'identité, de mettre sous observation ces traitements.
Ici, vous avez un traitement très particulier dont je vais vous reparler, qui n'est pas réellement celui de la pierre. Ce ne sont pas des pierres que vous avez sous les yeux. Donc, mise sous observation des traitements. Alors, les traitements, pour faire très très vite, ce sont d'abord des consolidants et des différentes manières de consolider la pierre en œuvre. Donc, vous en avez une bonne demi-douzaine. Vous avez bien entendu au premier chef la conservation à l'état, avec simple nettoyage et protection en passant des jus naturels. Vous avez les ragréages sacrificiels, et là aussi, Arles est un exemple magistral avec l'amphithéâtre et ces pierres antiques qui ont fait l'objet d'un traitement en surface de ragréage que nous appelons sacrificiel pour retarder l'échéance de la pierre qui est derrière. Nous avons évidemment, et ce sera l'objet de cette conférence et de l'atelier cet après-midi, à proprement parler, l'objet, différents types de substitutions. Donc nous avons la pierre que nous avons tendance fâcheusement à appeler d'origine, les pierres bien entendu d'autres références géologiques, les pierres de synthèse ou d'autres matériaux comme les bétons qui parfois peuvent venir se substituer à la pierre elle-même. Nous avons toutes sortes de problèmes, notamment la gestion des argiles internes aux pierres, et là aussi, ces dernières années, de très grands progrès ont été faits. Donc ce sont autant de manières perturbantes, plus ou moins, de faire évoluer l'identité de la pierre. Et je n'aborde pas l'évolution de ces contextes, les mortiers de pose, les mortiers jointaments, etc., etc. Donc en fait, nous pouvons distinguer trois familles d'identités. L'identité de la roche, l'identité de la pierre et l'identité des autres avatars de la roche. Les chaux, les gypses, ce qu'on appelle poétiquement la pierre liquide depuis le début du XIXe siècle, les ciments armés, les ciments naturels, les bétons armés. Et ce sont des matériaux qui nous intéressent particulièrement dans cette région, notamment le gypse, qui est un des grands matériaux, alors plutôt de protection ou de protection extérieure ou décoratif, mais également le ciment naturel qui, dans cette région PACA, a été mis en œuvre assez précocement avec l'Isère, tant dans le bassin marseillais que dans d'autres parties de la région, le bassin niçois, le bassin gapençais. Donc ce sont aussi des matériaux qui nous intéressent. Et si j'en parle, c'est que cette deuxième présentation de cette tour, toujours au château de Villeneuve à Villeneuve-Loubet, est en fait un reparmentage à l'identique dans une forme de ciment que nous caractériserons un jour, mais dont l'entrepreneur qui l'a mise en œuvre avec le propriétaire à l'époque n'ont pas laissé la composition et les caractérisations. Donc c'est important, en fait, c'est un enrobage absolument complet du matériau de pierre volcanique qui est derrière, que je vous ai montré sur la tour, sur le haut de la tour, et cette manière de faire qui n'est pas la nôtre, service des monuments historiques, nous allons l'étudier parce qu'elle nous intéresse. Sa mise en œuvre, si l'information du propriétaire actuel est exacte, remonte à une quarantaine d'années. Et nous serons curieux non seulement de la sonder pour l'analyser, mais également pour savoir dans quel état se trouve la pierre du début XVIe siècle derrière. Donc voilà, trois familles d'identités. Alors pour passer au sujet de la matinée, identifier la pierre et comment, bon, très très vite puisque ça va être largement développé, c'est l'analyse des matériaux eux-mêmes, pierre, des compatibilités des matériaux, des pathologies internes et externes, des solutions adaptées, des protocoles d'intervention et de suivi de l'entretien ultérieur. Et avec le CICRP et le BRGM, et le CICRP en particulier, nous cherchons désespérément pour l'instant, depuis quelques années, à mettre sous observation quelques sites majeurs de la région qui ont fait l'objet de travaux avec des interventions à différents faciès, si je puis dire, de la consolidation de la pierre elle-même et de sa protection, de changement de pierre par des pierres de substitution, voire des pierres de synthèse. J'ai l'exemple en tête du Fort Saint-Jean à Marseille, et d'une autre manière, sans aller aux pierres de synthèse, les premières expériences menées il y a une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années sur deux chapelles latérales de la cathédrale la Nouvelle Major à Marseille. Mais nous avons bien entendu d'autres sites que nous souhaitons mettre en observation sur la longue durée avec le CICRP. Donc la base Pierre Sud, je n'en parle pas, elle va être largement présentée tout à l'heure par son auteur David Descendier et Philippe Bromblé. Donc le pourquoi de cette base vous sera expliqué largement, mais son développement va nous permettre
de vous faire bénéficier à tous, et échanger certes, mais bénéficier d'informations qui n'étaient pas disponibles jusqu'à présent. L'objectif, je vous l'ai dit, dans notre métier, l'objectif c'est zéro, c'est-à-dire ne pas changer la pierre. Et donc en retardant le plus possible sa dégradation et donc sa destruction en cœur. 3 remarques pour terminer ce rapide panorama de quelques réflexions sur l'identité de la roche et de la pierre. 3 remarques, il reste à bâtir, elle se bâtit, elle se construit par les universitaires, par les praticiens, une histoire matérielle du monument et son étude organique en ce sens, l'étude organiciste du matériau reste vraiment à développer. Parallèlement donc aux urgences, le problème de prendre le temps de comprendre et suivre et comparer dans le temps toutes ces différentes interventions, c'est ce que je viens de dire il y a quelques instants. Troisième remarque, replonger dans les savoirs et savoir-faire du passé et d'aujourd'hui. Là, je pense aux tailleurs de pierre, je pense aux maçons poseurs, aux maçons limousiers, je pense aux carriers, je pense bien entendu aux archéologues spécialisés dans la pierre, indépendamment de tous les spécialistes, bien entendu, à partir de la science géologique. J'insiste là-dessus parce que nous déployons beaucoup de technologies d'études et de temps passé en études avec des laboratoires et des organismes particulièrement importants pour nous. Mais rien ne vaut aussi, il ne faut pas l'oublier, le dialogue avec le tailleur de pierre qui, d'une autre manière, connaît mieux que nous hein, ce matériau auquel il est confronté de chantier en chantier. Bien entendu, replonger dans les savoirs et savoir-faire du passé et d'aujourd'hui, traditionnels, tout en développant donc des technologies d'études et de mise en œuvre modernes avec de nouvelles questions qui sont apportées. Je voulais terminer avec cette image hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est fascinante à plusieurs titres, qui est très éloignée de nos pratiques, mais pas forcément tant que ça. C'est un questionnement culturel, et au-delà de ce questionnement culturel, est-ce que ça pourrait être une réponse satisfaisante à certains types de nos préoccupations ? Donc notre objectif de réponse à notre objectif zéro est largement intenable. Nous essayons de le tenir et une de ces conditions, c'est bien sa mise en surveillance des ouvrages. Voilà, je termine sur ce tout petit clin d'œil. Est-ce que tout est bon pour conserver la pierre ? Donc vous avez un exemple de pierre particulièrement antique qui est conservé aujourd'hui de manière un peu renversante dans une citerne à Istanbul. Donc c'est aussi une façon de conserver la pierre. Je vous remercie. Je laisse la parole à mes successeurs sur cette tribune.